Bonsoir et bienvenue à tous. Je m'appelle Simon Odienne et je vais aujourd'hui vous présenter ma troisième présentation de la communauté CCI. Et donc le sujet, comme l'a dit Alexia, ce sera sur l'OSINT, l'Open Source Intelligence. Et donc l'idée ce soir, ça va être de vous présenter déjà ce que c'est, quelques cas d'utilisation, vous présenter aussi comment on peut s'en protéger. Car vous allez voir que peut y avoir des dérives, ou en tout cas, vous pouvez exposer des informations dont vous n'aviez même pas à l'existence que vous pouviez montrer. Je vous ferai une petite démonstration assez simple, je vous ferai aussi une présentation d'une vidéo aussi qui explique aussi bien le sujet, et une petite démo faite par un expert qui sera aussi un bon point d'attaque. Et enfin, je vous ferai une petite conclusion sur les points à retenir et quelques infos supplémentaires pour ceux qui veulent creuser le sujet. Donc, qu'est-ce que l'OSINT, donc Open Source Intelligence? Donc, l'OSINT, c'est quoi? Donc, c'est l'acronyme d'Open Source Intelligence, ou en français, recherche via source ouverte. C'est une méthodologie, en fait, à la base, donc de collecte et d'analyse de données qui sont donc issues de sources libres, ou ce qu'on pourrait appeler des sources libres. En fait, c'est tout un tas d'informations qui sont accessibles légalement et publiquement. C'est ça l'idée, quoi. C'est que vous pouviez vraiment y accéder en ayant un compte ou pas même d'un site web ou autre chose. C'est une technique donc de collecte d'informations parmi tant d'autres, qui sont notamment utilisées dans le renseignement. Des très connus sont l'HUMINT, donc c'est l'Human Intelligence, donc la collecte d'informations via les êtres humains, vraiment utilisée là dans le domaine du renseignement pur. Le SIGINT, l'IMINT et d'autres. Je vous en présenterai notamment quelques-uns un peu plus en détail. Comme je disais, utilisé par les services de renseignement, l'armée, le renseignement industriel, les entreprises, et même d'autres petits curieux qui cherchent à faire du fact-checking, ou le journaliste par exemple. Des exemples de sources de données, ça peut être plein de choses, des sites web, votre compte sur les réseaux sociaux, des images, des vidéos, de toutes sources, les journaux, un numéro de téléphone, un email, des photos, ça peut vraiment être beaucoup de choses, quoi. Je le disais juste avant, mais est-ce que c'est légal? Donc on peut se dire, on a accès à tout un tas d'informations comme ça, publiques sur Internet. La question qu'on peut se poser, donc, est-ce que c'est légal? Est-ce que les gens ont le droit de faire ça? Oui, en soi, oui, l'OSINT est complètement légal, puisque ce sont des sources en accès libre, hein, comme son nom l'indique, et donc c'est légal. Cependant, faites attention quand même, pour ceux qui voudraient s'y tenter, certaines informations référencées peuvent ne pas forcément être complètement en accès libre. Par exemple, il va peut-être vous falloir payer pour faire un accès à cette requête, ou utiliser d'autres stratagèmes. Et dans ce cas-là, si le propriétaire de ces informations ne vous a pas donné autorisation d'accéder à ce genre d'informations, il pourra potentiellement porter plainte contre vous, si évidemment il sait que c'est vous. Mais ça, c'est autre chose. Du coup, tout accès à ces dernières peut donc être effectivement considéré comme illicite. Voilà, d'autres catégories de l'OSINT, soit des sous-divisions de l'OSINT ou d'autres techniques de renseignement. Là, je vais vous en présenter 4 principales. Le SOCMINT, qui concerne tous les réseaux sociaux, en fait, tout le renseignement via les réseaux sociaux. L'IMINT, qui veut dire Imagery Intelligence. Le GeoINT, ce qui concerne toute information issue du géospatial, principalement des satellites. Et enfin, le SIGINT, qui concerne le Signal Intelligence. Là, ça va être notamment tout ce qui va être signaux radio, par exemple. Alors, on va commencer par le SOCMINT, pour le Social Media Intelligence. Là, l'idée dans cette approche-là, ça va être donc d'utiliser les réseaux sociaux comme source de données. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que quasiment tout le monde a un compte sur un réseau social, que ce soit Facebook, Twitter, Snapchat, WhatsApp, et Instagram et plein d'autres. Même LinkedIn aussi pour le monde de l'entreprise, très très utilisé, vous allez voir. Du coup, c'est une mine d'or en termes de renseignement pour une entreprise, un hacker, journaliste, peu importe. Donc c'est une vraie mine d'or. Des choses à savoir notamment, c'est que par exemple, si quelqu'un trouve votre numéro mais ne sait pas qui vous êtes et que vous avez un compte dans Snapchat, il y a notamment une fonctionnalité dans Snapchat qui permet de retrouver une personne via un numéro de téléphone. Donc, même si quelqu'un ne vous connaît pas mais qu'il a votre numéro,
et que vous avez un compte dans Snapchat, il pourra taper le numéro et il va pouvoir vous retrouver, et donc avoir certaines informations sur vous que vous n'auriez pas pu forcément savoir, quoi. LinkedIn, donc concernant donc effectivement toutes les informations sur l'activité professionnelle et plus, parce qu'on peut retrouver aussi votre numéro, si vous avez mis des informations dans votre CV, potentiellement l'emplacement où vous habitez, ce genre de choses. Ça peut vous paraître anecdotique, mais mettez-vous à la place d'un hacker ou d'un pirate informatique qui va chercher à avoir collecté de l'information sur des potentiels employés d'une entreprise ou même sur une personne comme ça qui souhaiterait targeter. Il va pouvoir en apprendre beaucoup et notamment peut-être utiliser votre entreprise comme moyen pour vous attaquer. Donc effectivement Facebook, donc là on pourra vous retrouver notamment votre nom, votre prénom, votre photo, tous les contacts issus de votre famille, donc votre entourage. C'est pareil, ça peut apporter beaucoup d'infos. Pareil avec WhatsApp, il y a une possibilité de retrouver des personnes via un numéro de téléphone, Twitter, Instagram, voilà, il y a plein de choses. Notamment via Twitter, il existe un outil qui permet de faire du filtrage sur des tweets via tout un tas de mots-clés, une localisation, même une date. Et par exemple, si vraiment vous voulez savoir ce qui se passe par exemple dans une zone, par exemple vous savez savoir combien de personnes parlent de café à côté de Dallas depuis une semaine, vous pouvez faire ça et retrouver par exemple la liste de toutes les personnes qui parlent de café via Twitter. Donc là c'est un exemple assez marrant, mais imaginez ça par exemple dans le cas d'une élection ou d'une guerre par exemple, comme on peut le voir en ce moment. Ça peut être plein d'informations intéressantes, sachant que vous pouvez vraiment localiser l'endroit d'où sont envoyés les tweets. Et ça peut être très puissant. Un autre point que j'ai mis, donc qui peut être issu des réseaux sociaux, c'est toutes vos photos. Alors ça tend à être de moins en moins le cas, parce que les réseaux sociaux mettent de plus en plus des mesures en place pour éliminer ce problème. Mais il y a ce qu'on appelle les données EXIF, donc c'est des métadonnées, c'est des données qui sont associées à votre photo, à une photo que vous postez. Et notamment, via ces données-là, on peut retrouver, par exemple, la localisation d'où vous avez pris la photo, la date, avec quel appareil photo vous l'avez pris, donc je sais pas, avec votre téléphone ou n'importe quelle autre caméra, n'importe quel appareil photo, et tout un tas d'autres attributs sur votre photo. Et ça peut être aussi très important, notamment pour pouvoir retracer une personne. Donc voilà pour le social intelligence. Pour Limint, donc là, l'imagerie, le principe de cette collecte de données, ça va être d'utiliser donc une combinaison donc de photos d'origine satellite ou issues de scanners infrarouges et de radars. L'objectif de ça, donc, ça va être d'analyser donc les différents éléments de ces photos ou de ces renseignements, de les combiner afin d'identifier des détails importants ou discriminants à une zone. Ça va être notamment être très utilisé dans le domaine militaire afin de, par exemple, suivre des mouvements de troupes ou, par exemple, repérer certains véhicules ou certains campements qui pourraient être complètement cachés et invisibles, par exemple, juste avec une simple photo satellite. Par exemple, avec un scanner infrarouge, du coup, vous allez pouvoir voir toute la partie thermique. Et donc, s'il y a des humains, vous allez voir que ça va être plus rouge que le reste, et donc plus chaud, et donc potentiellement, il y a des personnes à cet endroit-là. Donc ici, je vous présente quelques petits exemples, qui peuvent aussi être utilisés dans le GeoInt, comme vous pouvez le voir, parce que là, c'était une photo de plutôt GeoInt, mais qui fait aussi partie de Limint. Les deux sont assez liés, on va voir ça un peu après. Et donc là, voilà, deux exemples, par exemple, on voit là sur la photo de gauche, donc c'est un plan d'études de vulnérabilité autour du Stade de France. Et donc là, l'idée, c'est voilà, ils ont pris une photo au-dessus du Stade de France et ils ont localisé tous les lieux qui pouvaient être potentiellement problématiques. Donc par exemple les zones d'affluence avec la ligne de tram, une zone piétonne, le parking juste à côté, ce genre de choses. Et donc à partir d'une photo satellite comme ça, on va pouvoir vraiment faire l'analyse de risque d'une zone physique. Et du coup, deuxième exemple, donc juste à droite. Donc là, c'est pareil. Donc là, on voit qu'il y a eu un scanner plutôt plus infrarouge et satellitaire, et donc qui a permis notamment de voir le positionnement de plusieurs avions, repérer des bateaux, des véhicules et autres sur ces zones-là. Donc voilà pour les MINT. Le GeoInt, donc très connu aussi dans le monde de l'OSINT et extrêmement utilisé. L'objectif du GeoInt, donc ça va être d'utiliser les données GPS ou encore une fois des images satellites issues de Limint. Donc comme je vous disais, les deux sont assez proches. Notamment quelque chose que vous connaissez sûrement. Donc on peut notamment les données GPS des bateaux et des avions
sont disponibles publiquement. C'est obligatoire, notamment hein, pour tout avion ou bateau commercial. Il se doit d'avoir une puce GPS intégrée afin de pouvoir être suivi. Et il y a 2 applications notamment qui permettent donc à tout un chacun, même sans avoir de compte, de suivre justement un avion ou un bateau. Vous l'avez peut-être déjà fait pour un proche ou quoi quand il partait en voyage en avion. Vous allez sur l'application qui s'appelle Flight Radar, donc là je vous ai mis un exemple ici, et vous pouvez suivre l'avion et voir exactement où il en est. Et vous avez vraiment le suivi en temps réel à quelques secondes ou minutes près de l'avion. Donc là par exemple on peut voir, là j'ai pris une capture d'écran il y a quelques jours, sur un avion au pif, et donc là on peut voir, bah voilà, on a la photo de l'avion, la provenance et sa destination, à quelle heure il est parti, à quelle heure il devait partir, le numéro exact, sa référence exacte, quelle compagnie, tout ça. Et donc ça, vous pourrez vous dire, bah c'est anecdotique aussi, encore une fois, mais imaginons que vous souhaitiez, par exemple, encore une fois, que ce soit pour les forces de l'ordre ou pour d'autres choses, suivre le déplacement d'une personne ou d'un potentiel suspect ou d'une victime ou quelque chose comme ça qui pourrait avoir besoin de secours. Vous savez qu'elle est partie à peu près à cette zone-là et qu'elle cherche à aller vers cette zone-là, et ben vous pouvez essayer de suivre tous les avions et potentiellement essayer d'intercepter la personne à temps. Une autre du coup utilisation du GeoWind, donc ça va être via notamment Google Maps. Google Maps est un outil extrêmement utilisé dans le GeoWind afin de pouvoir notamment recontextualiser la localisation d'un lieu. Par exemple, on vous donne une photo et on va demander aux OSINTers, donc c'est les personnes qui font de l'OSINT, de savoir où est cette photo. Et ben, ils vont utiliser notamment ce genre d'outil qui permet donc de voir le plan en bas à gauche, avoir une vision Google Street View de la zone, donc pouvoir voir ce que ça donne en vrai, et aussi une vision un peu plus 3D, donc via le style satellite, via la vision satellite de Google Maps. Et donc là, du coup, vous avez les trois affichages en un. Donc c'est l'outil qui s'appelle Dual Maps. Donc voilà, donc comme ça vous permet vraiment de pouvoir vous repérer et de chercher l'endroit que vous cherchez à retrouver. Donc voilà pour ça. Ah oui, qu'est-ce que je voulais dire aussi là-dessus? C'est tout. Aussi, donc le dernier, donc le SIGINT, donc pour Signal Intelligence. Donc là, l'idée, c'est de récupérer des données issues donc de signaux électromagnétiques, donc radio et encore une fois satellitaires. Une chose à savoir, c'est à ne pas confondre donc avec le commit. Je sais que ça fait beaucoup de mots en int. Mais en gros, l'idée, le commit, en fait, c'est Communication Intelligence. Et ça, à la différence de l'OSINT, c'est illégal. Parce que là, c'est vraiment de l'interception de communication. Donc, que ce soit des signaux téléphoniques, des signaux Internet, d'Internet, quoi, réseau. Ce genre de choses. Et ça, par contre, c'est complètement illégal. Et c'est pas du tout la même chose que le Signal Intelligence. Notamment un exemple que vous pouvez voir, alors là je pourrais pas forcément vous le montrer comme ça, mais les tours de radio, enfin les tours de contrôle de certains aéroports diffusent publiquement et en direct les interactions entre donc les tours de contrôle des aéroports et les avions. Et donc vous pouvez vous amuser à aller sur ce site-là, live@ici.net. Vous choisissez l'un des aéroports, vous cliquez dessus. Bon, des fois, il faut attendre un peu parce qu'il n'y a pas forcément quelque chose vu que c'est du live. Et donc, par moment, donc, vous allez pouvoir entendre les pilotes et le copilote discuter avec la tour de contrôle et voir ce qui se passe. Et c'est assez marrant. Et donc, ça, c'est pareil, ça peut être une source de données assez intéressante à exploiter. Donc, voilà pour ces quatre techniques de recherche d'information. Donc des cas d'utilisation. Donc j'en ai déjà un petit peu parlé avant, mais là je vais vous présenter un peu plus ce qui se fait et pourquoi. Donc là je vais décider de vous en présenter principalement 4. Donc on utilise notamment donc l'OSINT lors d'enquêtes de police, de plus en plus utilisées notamment en ce moment. Et je vous présenterai aussi donc justement dans la démonstration tout à l'heure une vidéo qui en parle un peu plus. Dans la vérification des faits aussi, ou du fact-checking, donc plus généralement du coup dans le journalisme, on va beaucoup l'utiliser aussi, le SINT, c'est très très utilisé aujourd'hui. Dans le renseignement militaire évidemment, donc même initialement c'était plutôt dans le renseignement militaire, et d'autant plus encore aujourd'hui maintenant dans le piratage informatique. C'est vraiment devenu l'un des piliers justement de la phase de reconnaissance des pirates informatiques.
Alors du coup, voilà, donc l'OSINT donc dans la police. Donc ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi donc la police fait de plus en plus régulièrement appel à des professionnels ou amateurs qui maîtrisent l'OSINT afin de les aider dans les affaires en cours. Pourquoi ils font ça? Parce que, en fait, surtout pour pouvoir les aider à couvrir des pistes que la police, en fait, n'a pas le temps d'analyser. Aujourd'hui, en fait, par exemple, sur une affaire, donc la police a plein d'affaires à suivre mais ils ont, je sais pas, ils ont peut-être des dizaines ou des centaines de pistes à pouvoir couvrir et malheureusement, ils peuvent pas forcément tout suivre et tout analyser et c'est là que du coup, que l'OSINT va rentrer en compte des bénévoles ou des professionnels dans le monde de l'OSINT vont venir aider la police, donc via des demandes en ligne directement faites par les forces de l'ordre. Et donc, ils vont dire, bah voilà, on a une photo, on a, je sais pas, un lieu, un numéro, un email. Tenez, prenez ça, cherchez tout ce que vous pouvez chercher dessus et donnez-nous et revenez vers nous si vous avez des détails intéressants, discriminants, qui pourraient nous permettre d'avancer dans, par exemple, la localisation d'un suspect ou d'une victime ou d'une personne tout simplement pour disparue. C'est assez souvent le cas même pour ce genre de choses-là. Et donc l'idée, voilà, ça va vraiment être de retrouver la personne avec le plus d'informations possible. Et donc ensuite, une fois que les auditeurs ont trouvé une piste ou une information intéressante, redonner ça à la police qui, elle, après, avec leurs ressources, vont pouvoir beaucoup plus facilement exploiter cette ressource-là et pouvoir aller au bout de l'enquête. Donc voilà pour la partie dans la police. Donc du coup, vérification des faits et journalisme. Donc là aussi très utilisé maintenant dans le monde du journalisme. Pourquoi? Donc on va l'utiliser, ça va notamment être pour attester de l'authenticité d'une information sur les réseaux sociaux. Donc surtout aujourd'hui, dans le contexte de guerre entre l'Ukraine et la Russie, il y a beaucoup de choses qui sont postées sur les réseaux sociaux et beaucoup de choses fausses et d'autres vraies. Et le problème, c'est qu'il faut arriver à faire le tri un peu entre tout ça. Et donc c'est là que rentre l'OSINT et que les journalistes utilisent beaucoup cette méthode-là. Donc ça va être pour pouvoir, notamment via une photo, ils vont essayer de vérifier est-ce que cette photo a bien été prise, par exemple, à tel endroit. Si c'est le cas, du coup, comment est-ce qu'on peut le prouver ou pas. Et donc voilà, afin de faire du fact-checking et vérifier que les informations sont réelles. Et donc la plupart du temps, dans ce cas-là, on va utiliser plutôt des techniques donc, de GeoInt afin de pouvoir replacer et attester de la localisation d'une photo ou d'une vidéo et de l'IMINT, donc toute la partie imagerie pour, par exemple, dire, je sais pas, s'il y avait eu quelque chose comme ça, si par exemple il y a eu un bombardement qui s'est passé là, l'un des pays dit que non, mais qu'on voit 3 jours avant qu'effectivement, si ça a bien eu lieu, alors qu'il disait que non, c'était les autres, là on pourra le vérifier notamment via l'imagerie et GeoInt. Voilà. Donc dans le renseignement militaire, effectivement, dans ce que je vous disais un peu avant, là surtout, ça va être utilisé donc pour obtenir des informations donc, sur le positionnement de troupes. Pareil, vérifier si les informations sont diffusées par l'un des acteurs d'une bataille vraie ou fausse. Et donc là, on va utiliser pareil le SOCMINT, l'IMINT, le GeoInt, un peu toutes les techniques. Donc voilà, pour déterminer les positions ou vérifier des informations d'adversaires. Et enfin, donc comme je vous le disais, très utilisé aujourd'hui maintenant par les pirates informatiques ou lors de tests d'intrusion, donc la partie légale du piratage, on va dire. Et donc du coup, l'OSINT va être utilisé donc comme première phase d'exploration afin de récolter en fait un maximum d'informations sur l'entreprise ou sur la cible en cours. Et donc pour ça, on va utiliser donc les réseaux sociaux, des emails, des commentaires sur Google. On utilise beaucoup Google notamment aussi, afin de vraiment pouvoir dresser le portrait le plus grand possible d'une entreprise et voir les potentielles failles. Donc on utilise principalement les réseaux sociaux, des outils donc pour regarder sur les comptes et vérifier que vous êtes enregistré grâce à une adresse email. Et ça va permettre donc notamment de récupérer des informations comme la technologie d'un réseau, est-ce qu'il y a un serveur web hébergé par cette entreprise, l'information sur le DNS, est-ce que l'entreprise a des serveurs cloud, enfin bref, tout un tas d'informations. Qui sont pas forcément, du coup, comme je le mets juste en dessous, c'est des informations qui sont pas forcément fournies, par exemple lors de bug bounty ou
lors de tests d'intrusion d'une entreprise. Par exemple, une entreprise va peut-être pas vous donner toutes les informations si vous êtes en black box. Alors, je parle peut-être un peu chinois pour certains, mais en gros, le hacking en black box, c'est quand vous avez aucune information et que vous êtes vraiment comme dans la peau d'un véritable attaquant extérieur. Donc ça peut vous permettre notamment de récupérer des informations comme ça. Et voilà. Et aussi, du coup, un point que je mettais, c'est que plus vous laissez de traces et d'informations publiques, et du coup, plus il sera facile pour un pirate ou un pentester de remonter vers vous ou votre entreprise. Donc ça aussi, à faire très attention. Et ça, on va en parler justement. Donc justement, comment vous protéger de l'OSINT ou plus généralement, comment protéger votre identité et toutes les informations que vous avez sur Internet. Et donc pour ça, je vais vous présenter 3 points principaux. Il y en a d'autres, mais là aujourd'hui, je vais vous présenter 3 qui sont déjà suffisants. Déjà, si vous faites tout ça, vous serez déjà bien mieux protégé, on va dire. Donc le premier, ça va être le déréférencement. Donc, je vais vous expliquer un peu plus ce que c'est. Utiliser des identités alternatives ou des fausses identités, tout simplement. Et mettre en application vos droits au RGPD, car vous avez des droits, il n'y a pas que des devoirs. C'est pas juste les entreprises qui doivent mettre en place des politiques pour les cookies. Vous avez aussi des droits et vous seriez bon de les utiliser. Donc le premier, c'est le droit au référencement. Qu'est-ce que c'est en fait le droit au déréférencement? C'est le simple fait en fait de demander par exemple un moteur de recherche, donc par exemple Google, où vous demandez à Google en fait de dire si quelqu'un tape mon nom et mon prénom dans une barre de recherche, je veux qu'en fait aucun contenu soit associé à mon nom et prénom ressorte en fait dans le moteur de recherche. Donc par exemple, si demain vous essayez de taper Simon Odienne et que je me suis déréférencé, normalement vous devriez trouver absolument aucune information me concernant avec mon nom et mon prénom. Vous pourrez le retrouver peut-être d'autres choses, via mon email, mon numéro de téléphone, des choses comme ça. Mais juste avec votre nom et prénom, déjà, vous pourrez dire à Google de ne pas afficher de résultats en cohérence avec ça. Donc pour ce faire, c'est assez facile. Après, ça dépend des moteurs de recherche. Mais il y a un petit guide très très bon qui existe du coup sur la CNIL, donc je vous invite à y jeter un œil. Et donc dans l'idée, vous rédigez un formulaire, vous motivez votre demande. Donc tout est très bien expliqué justement sur le site de la CNIL. C'est très très bien fait pour ça. Ils précisent même comment faire selon les moteurs de recherche. Donc précisez votre demande, dites voilà que je voulais être déréférencé et si besoin, joignez une pièce d'identité pour attester de votre identité. Et donc c'est tout. Et après ça se fait très vite. Deuxième solution, c'est utiliser des identités alternatives ou des fausses identités. En fait, tout simplement, lorsque vous enregistrez sur des sites, n'importe quel site en fait qui n'est pas, qui n'est pas vital pour vous ou en tout cas dont vous posez la question est-ce que ce site a besoin de savoir exactement qui je suis? Si c'est votre banque, si c'est votre médecin, ce genre de choses, oui, effectivement, il a besoin de savoir qui vous êtes. Mais si c'est pour aller sur Netflix, si c'est pour aller regarder des trucs sur Twitter, sur Instagram ou quoi, vous n'avez pas forcément besoin de mettre votre vraie identité. Un pseudo suffira et une adresse email dédiée à ça suffira aussi. Puis à la limite, vous partagez ensuite votre pseudo avec vos amis. Mais ça déjà, en faisant ça, déjà, ça permet de réduire fortement, ou en tout cas de rendre beaucoup plus compliqué la tâche pour un pirate de trouver des informations sur vous si de base vous avez une fausse identité sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est une des pistes et je vous encourage à faire. Ça peut prendre un peu de temps, mais notamment sur tout nouveau compte que vous voulez créer, amusez-vous à vous créer de fausses identités. Ça sera d'autant mieux pour vous, je pense, sur votre hygiène numérique. Donc voilà. Et enfin, la mise en application de vos droits au RGPD. Donc là, je vous en ai listé 3 principaux. Le droit à l'oubli. Donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir supprimer des informations personnelles que vous avez sur n'importe quel site. Ça, c'est pareil aujourd'hui. Tous les plus gros sites sur lesquels vous pouvez être inscrit se doivent de respecter le RGPD. Donc du coup, vous pouvez faire une demande. Normalement, ça doit être assez facile. Alors après, vous pouvez vous renseigner comment faire cette demande-là. Mais demander de supprimer toute information personnelle vous concernant. Et ça, normalement, le site est obligé de le faire. C'est une règle du RGPD. C'est dans la loi. Vous avez le droit aussi à la rectification, donc vous permet donc de modifier des informations personnelles. Donc par exemple là, si vous modifiez votre nom et prénom sur un site qui n'a pas forcément besoin de savoir votre vrai nom et votre prénom, vous pouvez le faire. Pareil. Aussi, c'est pareil, ils sont obligés de devoir le faire. Donc autre chose aussi, donc le droit à l'accès. Donc là, c'est plus pour de la consultation.
Donc, vous pouvez demander, donc, par exemple, une copie voilà, de vos informations personnelles sur n'importe quel site. Un truc marrant à faire, notamment, c'est avec Google. Vous pouvez aller dans la partie sécurité et confidentialité de votre compte Google. Et vous pouvez avoir accès notamment à tout un tas d'informations sur toutes vos recherches, tout ce que vous avez consulté sur Internet. Un truc aussi qui est assez déstabilisant, et je vous invite à le faire assez rapidement, c'est si vous utilisez notamment l'assistant Google, tous les messages et toutes les interactions que vous avez eues avec l'assistant Google sont enregistrés. Justement, le truc qui est un peu bizarre, c'est que il vous enregistre aussi un petit peu avant. Alors, c'est pas du complotiste, hein, je vous invite vraiment à regarder. C'est vrai, ça vous enregistre un tout petit peu avant. Donc, ça aussi, c'est pareil, vous avez le droit de supprimer toutes les informations et aussi de les consulter. Donc voilà pour cette partie-là. Maintenant, je vais vous faire donc une petite démonstration rapide. Alexia a eu l'amabilité de me prêter son adresse email personnelle afin de vous présenter un peu ce qu'il était possible de faire. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter donc un outil qui s'appelle Epios. Donc, qu'est-ce que c'est Epios? En fait, c'est un petit outil qui permet de retrouver des informations concernant une personne via une adresse email. Donc, grâce à ça, ensuite, c'est, on va dire, un premier pas pour de l'analyse. Donc là, l'idée, ce que je vais faire, c'est je vais juste rentrer son adresse email, regarder ce qu'on peut trouver dessus, afin de vous montrer un peu, si vous laissez un peu trop de choses ouvertes, tout ce qu'il est possible de retrouver sur vous, et ensuite comment ces informations-là peuvent être utilisées ensuite pour gagner encore plus d'informations et accéder à plus d'informations sur vous, quoi. Donc là, j'ai rentré donc l'adresse email d'Alexia. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Donc on peut voir que via donc un outil qui s'appelle Olé. Elle est inscrite donc sur tout un tas de sites, donc Deliveroo, Discord, Nike, Spotify. Ce qui peut être intéressant, notamment là via Deliveroo, c'est que en grattant et en cherchant un peu, je pense qu'on peut avoir des informations, notamment sur la localisation. Donc là, je m'avance peut-être un peu, je suis pas expert en la matière, mais ça peut être un point d'entrée afin d'accéder à plus de choses. Pareil avec Discord, on peut avoir des informations assez intéressantes. Bon, puis après avec Nike et Spotify, c'est un peu léger, mais avec Spotify notamment, on peut avoir accès, si son compte est public, à certaines informations sur, par exemple, ce qu'elle écoute ou des choses comme ça. Donc c'est assez léger, mais ça peut être quand même des informations intéressantes. On voit que, par exemple, elle a aussi un compte Skype. Donc là, moi, j'ai pas la possibilité de tout voir parce que je ne suis pas enregistré sur le site et je paye pas non plus pour le site pour avoir accès au reste. Mais si c'était le cas, par exemple, je pourrais accéder à sa photo s'il en avait une, au type de contact et à certains autres identifiants, comme notamment le pays et la ville où elle est enregistrée. Donc là, on voit que par exemple, qu'il y a une ville. Et donc, par exemple, si vous avez mis votre ville de naissance ou la ville de vos parents ou quelque chose comme ça, et ça peut être une information en plus sur vous. Et donc, on peut peut-être remonter potentiellement à une potentielle adresse, ou en tout cas, à minima, restreindre le lieu où vous vivez. Et puis là, du coup, on voit aussi qu'elle a un compte donc sur Duolingo. Donc là, on peut voir qu'apparemment, elle aime apprendre certaines langues. Et là, donc, on pourrait aussi voir quel type de langue elle apprend, depuis quand est-ce que, la dernière fois qu'elle s'est connectée, en quelle langue elle parle. Donc ça peut permettre aussi de savoir quelle langue parle la personne que vous ciblez. Donc ce genre de choses. Donc voilà. Donc là déjà, on peut voir qu'en une petite recherche, il y a ce site-là, on peut déjà avoir beaucoup d'informations sur une personne. Beaucoup d'informations sur une personne. Donc voilà pour cette partie-là. Et maintenant, je vais vous montrer donc une démonstration d'un expert un peu plus que moi. C'est une petite vidéo issue de la chaîne Underscore. Je ne sais pas si vous connaissez. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui a un passe-temps très très particulier, qui fait littéralement de la traque de terroristes sur Internet. Tu as aussi retrouvé des personnes disparues. Je vais le relancer après. Mais globalement, Underscore, c'est une chaîne de vulgarisation technique qui parle beaucoup de sujets sécurité et tout un tas de choses. Et ils ont très souvent des intervenants qui sont experts dans certains domaines de la sécurité, de l'électronique, de l'informatique. Donc voilà. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite aussi à regarder ça. C'est disponible soit en live sur Twitch ou directement sur leur chaîne YouTube Underscore. Donc voilà. Donc je vous mets le petit passage où justement donc l'intervenant à droite
va faire son intervention. Et donc, je vous laisse regarder ça et on en reparle après. Pivoter. Voilà. Voilà. Tac. Hop. Hop. Donc je reprends la main. Donc voilà. Donc là vous avez eu du coup un petit aperçu d'une vraie enquête et fait par un professionnel, mais quelqu'un qui a déjà l'habitude d'en faire un peu plus souvent que moi. Et donc voilà, ça peut vous donner un petit peu une vraie idée de comment fonctionne l'OSINT, à quoi il peut vraiment être utilisé, comment est-ce qu'on peut vraiment l'utiliser, et du coup toutes les possibilités derrière. Donc je renchaîne maintenant sur la fin de la présentation. Hop. Donc une conclusion, rapidement pour revenir sur les points qu'on a abordés et afin de vous en donner un peu plus. Donc voilà, à retenir, qu'est-ce que l'OSINT ? C'est une méthode de collecte et d'analyse de données accessible publiquement. Dans quel cas c'est utilisé principalement dans les domaines du gouvernement, de l'armée, des entreprises, du journalisme, enfin bref, c'est utilisé vraiment partout, dans beaucoup de domaines. C'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que voilà, vraiment l'OSINT, c'est extrêmement utilisé et c'est en très grande tendance aujourd'hui dans beaucoup de domaines. Et donc, comment vous protéger ? Utilisez vos droits avec le RGPD et des identités alternatives et ce genre de choses pour vous protéger.
Enfin, pour ceux que ça intéresse, je vous ai mis donc trois sites, ou en tout cas 3 communautés qui sont très très bonnes, je trouve, dans le SYNT, que j'ai découvert pour certaines lors de mes recherches. Notamment le groupe Open Facto, donc, qui est un groupe français qui a pour but vraiment de démocratiser l'OSINT, d'initier certaines personnes à l'OSINT. Ils proposent donc des articles sur certaines enquêtes qu'ils ont faites. Vous pouvez aussi voir avec eux, je crois, ils font des ateliers, j'ai vu, sur l'OSINT pour apprendre à utiliser l'OSINT et certains outils de l'OSINT. Donc c'est un super site, et ils ont aussi un compte Twitter si ça vous intéresse, donc vous pouvez suivre voilà, les dernières nouveautés, les dernières actualités qu'ils peuvent poster, et même s'ils font des petits ateliers sur Paris, ça vous intéresse, vous pouvez regarder, donc je vous invite à regarder. Le site aussi, donc la communauté OSINT.fr, donc pareil, un super site pour en apprendre un peu plus sur l'OSINT. Ils vous expliquent aussi, ils vont aller un peu plus loin dans le détail sur comment utiliser certains outils. Ils vont présenter aussi l'OSINT Framework. Donc là, je ne vous l'ai pas présenté, mais en gros, il y a un site web qui répertorie en fait tous les outils d'OSINT par catégorie de recherche. Et donc ça, c'est extrêmement utilisé, notamment par les personnes de la communauté OSINT, pour savoir quel outil utiliser dans quel contexte. Donc c'est une super source aussi si vous voulez en apprendre un peu plus sur l'OSINT, voir certains articles et en apprendre un peu plus sur les outils. Et enfin, la référence, je pense aujourd'hui mondiale dans le domaine de l'OSINT et surtout de des enquêtes OSINT, c'est Bellingcat. Donc c'est un groupe de plusieurs personnes de différents horizons. Il y a des journalistes, il y a des experts en informatique, en cybersécurité, il y a des anciens militaires, il y a des anciens de la NSA, des genres de choses comme ça. Enfin bref, c'est plein de personnes de différents horizons, et qui ont pour but en fait d'utiliser le SYNT afin notamment soit de rétablir la vérité sur certaines choses. Donc il y a beaucoup de choses qui tournent autour effectivement de la guerre, des armées, de différents conflits, même en général, mais pas que. Il y a aussi des choses sur des problèmes qu'il y a eu notamment en politique, sur des fausses informations, sur du journalisme même plus généralement. Donc tout est en anglais. Si vous avez un peu de mal avec l'anglais, j'en suis désolé, mais si c'est pas un problème pour vous, je vous invite vraiment à aller voir ce site. C'est une super source d'informations, et si vous aimez bien le SYNT, allez voir vite ce site. Vous allez vraiment comprendre un peu plus un peu plus que là ce que j'ai pu vous présenter vraiment en détail, comment ils font pour analyser par exemple des photos, pour déterminer alors parce que là, je sais pas, ils voient dans le reflet de la fenêtre qu'il y a des barreaux sur l'immeuble d'en face, que je sais pas moi, les tuiles sont rouges, donc ça veut dire que c'est plutôt tel ou tel pays ou telle région du monde. Enfin bref, c'est des trucs un peu comme ça alambiqués, mais c'est vraiment pour vous montrer que voilà, dans le site, chaque détail, chaque chose a son importance. Et c'est ce qui va permettre notamment de pouvoir retrouver des informations sur une localisation, par exemple, dans ce cas-là. Donc voilà, je vous invite à regarder ces 3 sites-là, et surtout Bellingcat, qui est vraiment une super source d'informations dans ce domaine.